Allez, on va commencer. Puis les retardataires reprendront le train en marche. Donc bienvenue dans cet atelier sur les PPAP. Donc pour financer des projets renouvelables, vont-ils décoller en France? Voilà la question de base. Alors PPA, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Ces trois lettres, elles sont bien connues des énergéticiens depuis 3 ans à peu près. Donc, Corporate Purchase Agreement, Power Purchase Agreement. Je vais le faire en français, ce sera beaucoup mieux. Donc, c'est les contrats de gré à gré sur le long terme. Voilà. Donc, je dirais PPA pendant toute la conférence et non pas PPA, mais voilà, pour se mettre d'accord. Alors, ces contrats, en fait, en 2022, il y a eu 1,7 gigawatts de contrats en PPA signés, alors qu'en 2021, c'était 0,8. Vous voyez déjà l'énorme bond qu'on a fait. Et en 2023, là, juste pour le premier semestre, c'est 1,5 gigawatts. Juste pour 6 mois, alors que l'année d'avant, on était à 1,7 pour une année. Donc on voit en tout cas que le marché montre vraiment de l'intérêt pour ces contrats à long terme, donc qui sont passés entre un producteur et un consommateur sans l'aide de l'État. C'est un peu comme le circuit court en agriculture, quoi. Et donc ces contrats, ils sont de plus en plus nombreux, mais ils ne sont pas encore tout à fait matures. Donc on va voir avec nos invités comment va évoluer le marché en France, pourquoi des transactions se concluent et d'autres ne se concluent pas, et comment embarquer davantage d'acteurs encore dans ce type de montage financier. Et on verra aussi l'approche des banques. Est-ce que ça ne rend pas plus frileuses les banques, ce genre de montage? Donc, pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Laurent Gass. Vous êtes responsable du pôle Energy Management chez Engie Green. Sylvie Perrin, vous êtes avocate associée au cabinet De Gaulle, Florence et Associés et présidente en même temps de l'association Plateforme Verte. On expliquera après ce que c'est. Et Grégory Fayonnet, donc vous êtes directeur général de la banque BPCE Energeco. Merci beaucoup d'être là. Alors cet atelier va se dérouler sous forme de table ronde. On va aborder 3 sujets, en gros, l'aspect réglementaire, le fonds de garantie et puis aussi tout ce qui est le développement et les perspectives de marché. Et puis on gardera un temps à la fin, 10 minutes, un quart d'heure pour poser vos questions. Alors moi j'aime bien commencer par un petit sondage, savoir à qui on s'adresse. Alors très simplement, vous levez la main. Alors est-ce que vous faites partie, est-ce que vous êtes plutôt du côté des développeurs ? Et est-ce que vous êtes plutôt des entreprises qui vont consommer des PPA? Ah, quelques-unes quand même. Très bien. Est-ce que vous êtes dans les métiers qui gravitent autour du photovoltaïque? Ok, ouais. Et des étudiants peut-être? Il y en a dans certaines... Très bien. Bon. Les banques. Et les banquiers, bien sûr. Est-ce qu'ils sont là, les banquiers? Oui, oui. Très bien. Merci à tous. Alors, on va commencer par un état des lieux et voir ce qui a évolué depuis la crise énergétique. Alors, Sylvie Perrin, vous êtes donc présidente de la Plateforme Verte, qui est une association professionnelle dédiée à la transition énergétique et au financement des projets, qui regroupe à peu près une centaine de membres. Et puis, vous êtes aussi donc avocate associée au cabinet De Gaulle, Florence et Associés. Alors, au niveau réglementaire, qu'est-ce qui a changé depuis la crise énergétique d'il y a 2 ans? Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a évidemment une ruée sur des nouveaux modèles d'affaires, sur les PPA, sur les projets d'autoconsommation. Beaucoup de sujets de ce style se développent. En ce qui concerne les PPA, alors on a eu à la fois la crise énergétique, on a eu les augmentations de prix, mais on a eu aussi les plafonnements, puisque, comme vous le savez, finalement, l'État a fait le choix de poser une limite aux revenus dans le cadre des PPA pour pouvoir les collecter et payer le bouclier tarifaire. En partie, en grande partie, il y a eu quand même pas mal d'argent qui a été collecté et qui a été fait temporairement. Ça a duré presque 1 an.
Bon, ça a été un changement par rapport à la crise énergétique. Maintenant, sinon, on a une loi, la loi AER du 10 mars 2023, qui est une loi qui est faite pour l'accélération de la transition énergétique. Alors évidemment, toute loi, même si on essaye de travailler sur les meilleurs textes, ensuite, quand ça passe au Parlement avec des personnes non initiées, c'est toujours un sujet parce qu'il y a eu beaucoup de compromis qui ont été faits et on se retrouve avec des textes parfois imprécis ou difficiles. Pour les PPA, un des grands sujets a été justement la question de l'obligation pour un producteur qui va vendre son énergie long terme à un acheteur d'avoir une licence d'achat pour revendre, donc une licence de fournisseur. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'en droit français, pour être fournisseur, c'est quelqu'un qui achète pour revendre et non pas qui produit pour vendre. Maintenant, il y a eu une transposition d'une disposition européenne, d'un texte européen qui a été fait en France pour modifier le système réglementaire français et pour justement imposer aux producteurs d'avoir cette licence ou bien, s'ils ne l'avaient pas, de pouvoir bénéficier de la délégation d'un tiers qui peut porter cela. Donc en fait, il y a un double modèle, soit finalement le producteur a la licence pour vendre long terme, soit il fait appel à un tiers qui a la licence et qui peut gérer l'aspect nécessaire dans un PPA qu'on appelle la responsabilité d'équilibre, la gestion des écarts, etc. Alors ce texte est un peu étrange parce que de toute façon, la première branche de la possibilité ne marche pas. La façon dont les renouvelables sont organisés en France, ce sont des sociétés-projets qui n'ont pas de capital social, qui n'ont pas de capitaux propres, qui peuvent bénéficier de fonds propres de leurs actionnaires. Donc elles n'ont aucunement les capacités financières et humaines pour détenir elles-mêmes une licence. Donc déjà, le texte prévoit quelque chose qui n'est pas possible eu égard au Code de l'énergie. Donc ça veut dire que les sociétés projets doivent éventuellement faire appel à leur maison mère, à des sponsors. Les sponsors ont les reins plus solides parfois et pourraient porter cette licence et la déléguer au bénéfice de leur SPV. Donc il faut déjà une bascule. Simplement, tous les fournisseurs, et on verra, je ne sais pas ce qu'Engie fait ou fera, mais il y a des fournisseurs qui ont à l'interne tout ce qu'il faut pour savoir faire du trading d'énergie, parce que gérer des écarts et la responsabilité d'équilibre, ça ne se fait pas du jour au lendemain simplement sur papier. Il faut avoir les capacités techniques, humaines, etc. Donc en fait, ce qui reste, c'est la deuxième branche, passée par un agrégateur. Donc en effet, ce texte finalement a quand même été un frein cette année. Il y a eu une attente forte, d'abord en début d'année sur les prix, parce que beaucoup étaient partis sur des prix élevés, mais avec le fait que l'État ait décidé de reprendre une partie du prix, il y a eu des arrêts de négociation pendant un certain temps. Et deuxièmement, il y a eu ce texte-là qui est en vigueur depuis le 1er juillet et qui... alors, on sait qu'il s'appliquera au 1er juillet, mais le décret n'est toujours pas paru. Le décret aurait dû paraître avant le 1er juillet. On l'attend. Le texte a été produit. Il a été commenté par les différentes associations comme la Plateforme Verte et les syndicats. Il a beaucoup d'incohérences, mais voilà, donc on se retrouve maintenant plus ou moins avec un projet arrêté. Les modèles d'affaires qui vont être modifiés, on le voit aujourd'hui par les acteurs qui interviennent dans le domaine. Soit on a des accords tripartites, certains décident de faire du tripartite. Alors, tout dépendra si les sponsors ont décidé d'avoir la licence. Il y en a quelques-uns au niveau sponsor qui ont la licence, qui le délèguent, et il y a un contrat de délégation. Ils ont mis en place ce type de projet. Deuxièmement, il peut y avoir un tripartite entre l'agrégateur, le SPV et l'acheteur, ou bien la société projet laisse l'acheteur se débrouiller avec son propre fournisseur pour faire l'offre complémentaire verte. On a l'impression que la tendance est plutôt vers ça, sauf que ces dernières semaines, on a vu une très forte augmentation du prix pour l'offre complémentaire. Et donc, certains acheteurs reviennent vers les producteurs en disant on préférait une solution interne. Donc, nous, ce qu'on voit pour 2024, ça sera soit le modèle tripartite, où le fournisseur et le producteur se mettent d'accord, où le producteur et l'acheteur se mettent d'accord pour la solution d'agrégation et complémentaire, ou bien on restera sur le modèle
qui devrait être le plus pertinent, c'est-à-dire l'acheteur fait son affaire de la fourniture complémentaire avec son fournisseur. Donc voilà en gros les derniers éléments et comment ça modifie les modèles d'affaires. Après, on attend beaucoup, mais ce que je disais tout à l'heure à Laurent et à Grégory, c'est qu'on a eu la stratégie énergie-climat qui fait 100 pages. Je l'ai lu pleine d'enthousiasme le week-end dernier et j'ai vu 2 fois le mot autoconsommation et 1 ou 2 fois le contrat long terme. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. On sent bien la marge de progrès qui reste. En tout cas, ce texte du 1er juillet, applicable au 1er juillet, donc qui demande une licence, on va voir comment il se met en application dans les prochaines semaines, peut-être. Laurent Gasse, vous pour Engie, est-ce que Engie Green, est-ce que vous allez l'avoir cette licence? Vous allez la demander? Nous, on ne va pas la demander. Et d'expérience, en ce moment, dans les discussions qu'on a avec nos clients, c'est l'agrégateur de clients qui va prendre en charge... Laurent, excusez-moi, juste approchez bien le micro qu'on vous entende bien. Donc, d'expérience, c'est le client qui va demander à son agrégateur de faire ce travail pour le volume qu'il recevra en PPA. Donc, on délèguera dans le cadre du PPA cette obligation à l'agrégateur du client. Ce qui a beaucoup plus de sens parce que, étant donné l'intermittence de notre production, afin d'avoir l'exhaustivité des volumes et l'exhaustivité des contraintes pour le client, c'est l'agrégateur qui sera le mieux à même de rendre ce service. On comprend bien le rôle clé de l'agrégateur. Alors moi, j'ai quand même une question pour Laurent. Est-ce qu'en termes de prix d'agrégation, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que vous en avez des volumes importants. Est-ce que finalement, vous arrivez à trouver des prix d'agrégation cohérents? Alors, les prix d'agrégation, déjà, tous les PPA qu'on fait sont des as produce. Donc on injecte dans le périmètre d'équilibre de notre client. Donc de toute façon, on ne prenait pas l'agrégation. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà transféré au client. Sur l'agrégation, effectivement, les prix ont beaucoup augmenté l'année dernière. Alors, c'est quoi les prix d'un PPA avant de parler de prix d'agrégation? Déjà, d'un PPA, à peu près la fourchette de prix. Ça dépend des risques qui sont gardés de part et d'autre et de qui est-ce qui fait certaines, comme l'agrégation, si on doit le garder ou si on le passe. Ça dépend de la technologie, ça dépend d'une indexation, ça dépend de plein de choses. Mais une fourchette actuelle de prix de PPA, c'est entre 75 et 85 € du mégawattheure pour du solaire, à peu près. Très bien, merci de cette précision. Et donc, tout dépend effectivement des risques qui sont gardés chez le producteur ou chez le client et des schémas contractuels. Donc nous, et d'expérience de ce qu'on a vu sur le marché, actuellement, les développeurs vendent du as produced et c'est toujours l'agrégateur du client qui travaille et qui fait l'agrégation du contrat de PPA avec le reste de la consommation du client. Et vous, à Engie Green, vous en signez de plus en plus des contrats en PPA ou vous notez une nette tendance à la hausse? Depuis l'augmentation des prix de marché, on a eu énormément de demandes et cette année, on devrait signer à peu près en mégawatts, 200 mégawatts de PPA, ce qui est très conséquent par rapport à notre portefeuille historique de PPA. Et est-ce que vous mettez des conditions particulières à ces signatures? Les contrats de PPA sont effectivement différents des contrats creux parce que le client demande aux développeurs de s'engager sur de la disponibilité et quelque part de la fiabilité de la centrale. Donc effectivement, ça fait partie des différences qu'il y a entre un contrat d'appel d'offres creux standard où il n'y a pas de dispo, où il n'y a pas d'engagement de disponibilité, pas d'engagement de timing de mise en service. Là, dans un PPA, on doit quand même s'engager sur quelques éléments. Merci beaucoup pour la stratégie d'Engie Green, excusez-moi. Grégory Fayonnet, donc vous êtes directeur général de BPCE Énergéco. Quelle est l'appétence des banques pour financer ce type de montage, pour financer les PPA qui sont plus risqués en fait qu'un contrat garanti par l'État? Alors j'aurais envie de répondre non pour voir la tête de la salle. Non, évidemment, si on est là, c'est que l'appétit des banques pour ce type de projet reste fort. Je dirais qu'il y a plusieurs types de PPA et il y a plusieurs types de projets. J'enfonce des portes ouvertes, mais tout d'abord, on reste quand même sur la trajectoire de décarbonation qui est finalement un des moteurs principaux aussi des stratégies d'accompagnement des clients et des territoires de nos banques.
Et donc forcément, l'actif intrinsèque de production d'énergie reste un actif attractif à financer. Ensuite, on suit forcément l'évolution du marché et le corporate PPA, on savait qu'il allait arriver. Au niveau du groupe BPCE, on finance en France, mais on finance aussi en Espagne, on finance en Italie, on finance dans d'autres latitudes, aux États-Unis. Et aujourd'hui, la France reste quand même un marché qui était jusque-là très protégé. Et donc, on avait, nous, banquiers, on vivait un monde un petit peu merveilleux, et ce qui a permis cet énorme développement de la filière. Mais on vivait dans un monde merveilleux où on avait un contrat 20 ans avec le meilleur off-taker, ou en tout cas la meilleure contrepartie qu'on imagine. On ne va pas rentrer dans le débat ici ce soir de la remise en cause de la parole du meilleur off-taker, mais ce sujet-là, on avait un risque qui était limité. Et donc aujourd'hui, oui, sur les corporate PPA, le risque il est vraiment différent. Et donc on a de l'appétence, mais on va avoir une appétence qui va être différente parce que on doit faire rencontrer deux mondes qui, à la base, n'étaient pas faits pour se rencontrer. On a un actif de production qui est un actif d'infrastructure. Et l'infrastructure, il y a un besoin de temps long. Et l'off-taker derrière, l'acheteur, pour éviter les anglicismes, l'acheteur de l'électricité à travers un corporate PPA, donc gré à gré avec une contrepartie privée, c'est une entreprise, aussi belle soit-elle, mais le temps de l'entreprise, c'est un temps qui est beaucoup plus court normalement. Le temps de l'entreprise, c'est du 7 ans, c'est du 10 ans. Et donc, on doit faire rencontrer ces deux temps. Et on y arrive et on est là pour le faire. Et si je suis là ce soir, c'est qu'a priori, on a de l'appétence pour le faire. Bon, et alors, question cruciale, les taux d'intérêt sont plus élevés pour un PPA que pour un contrat classique? Je vais reprendre la phrase de Laurent, ça dépend les risques qui sont... Mais Laurent, il nous a quand même donné des prix derrière. Non, oui, forcément, les prix sont un peu supérieurs, mais de la même manière, on reste quand même sur un marché où la liquidité est très bonne. Donc les prix restent très attractifs, même si effectivement, aujourd'hui, forcément, avoir un risque de contrepartie privée sur une durée longue coûte plus cher. Pour le client final, évidemment, coûte plus cher, mais coûte aussi plus cher aux organismes financiers. On a l'impression que la marge n'est que de la marge, mais quand vous avez une contrepartie qui est in fine l'État, vous avez des besoins de fonds propres prudentiels au niveau des bilans des banques qui sont normés et que vous dégradez, donc vous devez avoir plus de fonds propres pour financer le même projet, mais dont la contrepartie est moins bien notée, où la contrepartie est plus fragile intrinsèquement. Donc ça coûte plus cher aux banques, donc forcément ça se retrouve dans le prix final. Et on comprend bien le montage. Sylvie, est-ce qu'il y a des clauses particulières, des types de clauses à mettre en place dans ces contrats-là, long terme? Donc on parle de 20 à 25 ans souvent ou... C'est pareil, ça dépend. Ça dépend si on est sur des projets greenfield, brownfield, c'est-à-dire des projets qui sont nouveaux. Les projets nouveaux, il faut amortir l'ensemble du CAPEX. Donc oui, on va être sur du minimum de 15 ans. On va être entre 15 et 25 principalement, mais 15-20 beaucoup ces derniers temps. Si c'est des projets déjà existants, repower, etc., on peut être sur des durées de 5 à 10 ans. Donc voilà, ça va être ces durées-là. Les clauses, c'est un contrat d'achat qui est généralement préparé en amont. Prenons le projet classique, PS Produce Greenfield. Vous le préparez en amont, donc vous avez un acheteur, un vendeur. Il faut se mettre d'accord sur la chose et le prix. Ça, c'est la base des contrats. Donc la chose, ça va être la livraison de l'électricité et les garanties d'origine, qui sont essentielles évidemment pour acheter de l'électricité verte en direct. Et le prix, il faut se mettre d'accord sur un prix. Et c'est pour ça que le producteur doit préparer le coût de son projet, le coût de son financement, et il doit anticiper pas mal de sujets et fixer un prix.
Ensuite, il y a toutes les conditions suspensives qui sont importantes parce que ça ne sert à rien d'être bloqué sur 15-20 ans si à un moment donné, le projet ne peut pas se réaliser, s'il y a des blocages, s'il y a des délais, s'il y a des retards. Donc, il faut prévoir finalement la vie du projet avec toute cette partie. Je construis un projet, est-ce que j'aurai les bonnes autorisations? Est-ce que j'aurai le raccordement? Est-ce que l'acheteur apportera la garantie à première demande sur son crédit, sur sa qualité de crédit comme je le veux. Donc, et est-ce que moi j'aurai mon financement? Est-ce que Grégory va me financer mon projet à des taux à peu près acceptables, etc. Donc, en fonction de ces conditions, le contrat de corporate PPA devra mentionner ces conditions qui diront, voilà, si ces conditions sont levées, le projet pourra vraiment entrer en vigueur. Donc en fait, c'est un contrat qui est signé tout de suite, mais il peut y avoir des conditions de levée. Et puis ensuite, on a toute une série de dispositions assez techniques également par rapport à la livraison d'électricité, à la responsabilité d'équilibre, à qui va gérer cet aspect-là, aux clauses de pénalité, parce qu'il peut y avoir des sorties, et surtout quelques clauses qu'on appelle de bancabilité, qui vont être, est-ce qu'on peut céder ce contrat? Si oui, à qui? Qu'est-ce qui se passe si ma contrepartie change de qualité de crédit, baisse en général, et qu'est-ce qu'on va faire? Quelle garantie? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe si ma contrepartie, il y a un changement de contrôle? Qu'est-ce qu'on va réaliser, etc. Donc, il va y avoir tous ces types de clauses qu'il va falloir prévoir et négocier. Elles se négocient quand même un peu plus vite aujourd'hui, mais il y a quand même une acculturation nécessaire. Et je pense quand même les PPA, c'est 1 an à peu près pour... Alors, il y en a qui se concluent beaucoup plus vite. Nous, on en a fait en 3 mois. En général, c'est quand même 6 mois. Laurent et... Voilà, entre 6 mois et 1 an, oui. Ça va être quand même entre 6 mois et 1 an. Mais quand on a un acheteur acculturé, ça va plus vite. Par exemple, un acheteur qui l'a fait, qui a déjà préparé ses matrices, qui a fait son appel d'offres, par exemple, et qui va beaucoup plus vite, ça peut aller plus rapidement. Mais c'est vrai que 3 mois, c'est rare. On en a fait 1 ou 2. On en a fait 2 à 3 ou 4 mois. Mais en dessous de 6 mois, non. D'accord. C'est du temps. C'est en général ces contrats-là qui arrivent au sein de la banque et on dit mais ça a été beaucoup trop vite, on retourne à l'envoyer. C'est la faute des banques. Pas vrai. Après, ça dépend aussi de la durée du PPA. Effectivement, on arrivera, à mon avis, à diminuer la durée de PPA pour la durée de contractualisation pour des PPA courts, mais quand on parle sur du 20 ans, ça met quand même du temps. Oui, ça demande beaucoup de clauses, justement. Voilà. Oui, même chez un client, un engagement sur 20 ans, c'est un gros engagement. Oui. Parce qu'on a un volume annuel sur 20 ans. Ce qui fait remonter les niveaux de décision assez haut dans les comités et dans les niveaux de décision des clients qui achètent. Oui, tout à fait. Donc ça prend du temps de se mettre d'accord sur beaucoup de clauses particulières et c'est assez risqué. Face à ce risque, j'allais dire, depuis le 1er septembre, il y a le fonds de garantie pour l'électricité renouvelable qui a été mis en place. Donc c'est un fonds qui vise à sécuriser ces types de contrats. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui l'ont utilisé là depuis le 1er septembre ? Alors, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez. C'est assez risqué. Alors, je n'ai pas la perspective nécessairement du banquier, ni du producteur, etc. Mais de façon cohérente, un actif énergétique, c'est extrêmement utile. C'est d'une utilité essentielle et centrale. Je pense qu'il faudra des années avant qu'on n'ait pas besoin d'électricité. Donc, il y a quand même cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est plus risqué parce que, comme le disait Grégory, il peut y avoir une défaillance, mais ce n'est pas parce qu'on a un acheteur défaillant qu'on ne trouvera pas un autre acheteur pour de l'électricité. Après, il y a des questions de prix. Voilà. À quel prix? C'est à quel prix? C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais on est sur du long terme aussi. C'est-à-dire que le prix peut baisser, en effet, mais je peux augmenter la durée pour avoir plus de temps pour le faire. Est-ce que mon actif deviendra inutile? Probablement pas. Un actif, selon le type d'actif, il y a une durée de vie que certains estiment à 25-30 ans, alors que les contrats sont à 15-20 ans. Donc,
Risqué, oui, mais il y a quand même beaucoup de modulation dans le risque parce que je pense que c'est un actif important. Alors, en effet... Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu évoques, aujourd'hui, la bancabilité de ces projets, au-delà du fonds dont on va évoquer tout de suite, c'est oui, l'électricité, on en aura besoin demain. À quel prix? Ça, c'est un autre débat. Et c'est le débat et la principale condition en fait, de sa bancabilité, c'est avec pour retrouver et faire coïncider ces deux temps que j'évoquais tout à l'heure, le temps long et le temps court. C'est sur le temps, enfin le temps long, le temps court, le temps de l'entreprise, le temps du corporate. C'est si ce corporate il doit changer, si on doit trouver un autre acheteur, il faut que l'actif de production ait un coût marginal de production qui soit le plus faible possible. Et c'est ça qui change tout parce que finalement, malheureusement, le coût de production le plus faible possible, un actif de production solaire par exemple, le CAPEX c'est 80% du coût, donc la dette par la force des choses. Donc c'est moins de dette, c'est de la dette qui se rembourse plus vite et donc c'est plus de fonds propres pour les développeurs malheureusement. Merci. Après, pour le financement, pour l'instant, on reste uniquement sur les durées de PPA, donc de prix fixés, comme pour la Creux. Et après, il y a un peu de merchant tail de 3-4 ans, mais le reste, les 10 dernières années, ne rentrent pas du tout dans le financement, même si c'est des actifs qu'on peut garder une trentaine d'années. Absolument, il ne rentre pas, mais il rentre quand même dans l'analyse du risque. Parce que finalement, si l'actif peut durer plus longtemps et qu'on a un créancier prioritaire, il faut envisager la valeur résiduelle future et qui permet à un producteur de prendre un peu de risque pour restructurer, dans le pire des cas, si le marché est mauvais. Voilà, c'est un peu l'idée dans le risque, dans l'analyse de risque. C'est ça. Et ce fonds de garantie, alors, à quoi il sert et comment il fonctionne? Alors, j'étais très heureuse en tant que présidente de la plateforme verte de participer au travail de la DGE qui a duré 1 an et demi et à l'issue duquel la BPI a été mandatée pour justement monter ce fonds. Donc l'idée était de dire pour accélérer les PPA, en faire davantage et pour aider l'industrie, puisqu'on est quand même dans une logique politique de réindustrialisation de la France et d'aide aux industriels, notamment énergivores. L'idée à l'origine était de dire il faut faciliter ces contrats privés. D'un autre côté, comme on est sur un système dans les ENR en éolien et en PV qui est mature, c'est normal de pouvoir passer de tarifs qui sont aidés, régulés, au marché privé. Donc ça, c'était la logique initiale des différents interministériels. Donc au démarrage, évidemment, c'était surtout pour les électro-intensifs. Heureusement, ça n'est plus tout à fait pour les électro-intensifs, mais quand même pour des consommateurs industriels. Et l'idée était de pouvoir dire, finalement, les banques aujourd'hui arrivent à avoir une visibilité sur le financement des projets long terme pour des risques de contrepartie qui sont investment grade ou plus. Donc c'est un certain niveau de notation voilà, par Standard & Poor's et Moody's. Donc quand vous aviez ce niveau-là, pas trop de difficultés pour financer sur 15 ans. Par contre, s'il n'y a pas ce niveau-là et qu'on a quand même des industriels électro-intensifs, dont certains d'ailleurs ont fait faillite dans la dernière année, parce que certains ne pouvaient plus payer leurs factures, et même si le modèle d'affaires était bon, on a des belles PME ETI qui ne tenaient pas le coup. Donc l'idée était de pouvoir aider en disant finalement il y aura un fonds de garantie qui ne garantit pas les banques, mais qui garantit l'acheteur, la qualité de l'acheteur vis-à-vis du producteur, qui ne couvre pas la totalité, mais 80% du contrat de PPA. C'est fait pour des projets qui sont greenfield, avec un acheteur unique, industriel, et l'idée étant de permettre le développement de ce type de projet. Voilà. Et qui abonde à ce fonds? Alors l'État a mis une dotation de 66 ou 68 millions d'euros qui devrait permettre de faire 500 mégawatts. Donc c'est une dotation, mais ça n'est pas une aide d'État parce que justement tous les critères et notamment la couverture limitée à 80% font que ça n'est pas une aide d'État. Et donc il y a à l'origine, on aurait pu penser finalement que la BPI
bénéficie d'une commission qui sera payée in fine par l'acheteur, qui passe par le producteur et qui est payée par l'acheteur in fine. Donc il y a une commission qui permet qui va être calculée par la BPI en fonction du projet, du risque, etc. Et puis si le projet passe bien, normalement il y aurait eu un impact monétaire positif pour la BPI. Mais il se trouve que le choix a été fait de redistribuer cet argent-là au producteur à la fin si le projet n'a pas eu de défaut. Voilà. Donc ça sera réinvesti, pas réinvesti, mais redonné. Très bien. Il y a déjà des entreprises qui ont fait appel à ce fonds de garantie? Oui, alors il y a eu un closing déjà qui s'est fait avec Bonduel, qui s'est fait en octobre. Et il y a 3 projets en cours de conclusion, peut-être 2 closings pour la fin d'année, mais bon, là, je ne suis pas sûre. Grégory, est-ce que ce fonds de garantie rassure les banques, même si j'ai bien compris que ce n'était pas forcément risqué, mais... Oui, alors c'est pas forcément risqué. On n'a pas attendu ce fonds de garantie pour financer les projets, heureusement. Mais il vient à point nommé je crois que pour mon entreprise en tout cas, je crois qu'on a financé le premier corporate PPA sur un projet à construire. C'était fin 2021, donc ça date déjà. Mais ce fonds de garantie, il a un énorme avantage. Déjà, il s'inscrit dans une logique aussi de réindustrialisation. On essaie de faire converger les choses et c'est vraiment important. Et c'est probablement, malheureusement, les secteurs qui en ont le plus besoin. Donc c'est vraiment une bonne chose. Oui, ça rassure les banques et ça les alors en tout cas, vu de notre groupe, vu que le projet cité a été financé par mon groupe et je crois que les banquiers sont dans la salle d'ailleurs, de même que le producteur. Donc évidemment ces projets-là, ce type de garantie aide et finalement, un banquier, parfois c'est un peu basique, hein, ce qu'on cherche, c'est on analyse un peu le cas du pire et cette garantie, elle permet de trouver un plancher, de trouver ce cas du pire. Et donc à partir du moment où on a un cas du pire, on sait quantifier le risque à prendre et quantifier le risque à prendre, c'est finalement le propre du métier du banquier. À NG Green, est-ce que vous allez en avoir recours à ce fonds de garantie? Actuellement, on n'a pas eu de demande de clients qui ont besoin de cette garantie. Donc pour l'instant, on n'a pas eu besoin de l'utiliser, mais tout dépendra des clients qui viendront pour faire des PPA. Et si on a besoin d'utiliser cette garantie, effectivement, on y fera appel. Alors donc on a vu la licence depuis le 1er juillet, 1er septembre, le fonds de garantie. Alors maintenant, perspective des marchés, comment vont évoluer les PPA? Comment ils peuvent s'ouvrir en tout cas à des plus petits acteurs? Parce qu'aujourd'hui on parlait des électro-intensifs, en tout cas c'est des gros consommateurs en face. Si des plus petits acteurs veulent faire appel à des PPA, comment faire? Alors quand on regarde un peu chez nos voisins européens, comment ça se passe? Tout à l'heure, Grégory, vous parliez Italie, Espagne. Comment sont les types de PPA signés dans ces pays-là? Plutôt plus court. Et finalement, c'est... alors je suis un peu en boucle sur mon temps de l'entreprise et mon temps de l'infra, mais c'est parce que c'est la logique qui opère. Et en Espagne, aujourd'hui, les corporate PPA font 5 ans, 7 ans, 10 ans. 10 ans, c'est déjà des PPA longs. En Italie, on retrouve à peu près la même chose, même si le temps est un peu plus long, autour de 10-15 ans. Après, on a ça dépend depuis le début de cette conférence, mais voilà, de manière générale. Mais je crois que l'Espagne est un peu le pays le plus... quelque part où on voit tout ce qui est arrivé en Espagne arrive chez nous quelques années plus tard, entre guillemets. Enfin, on n'espère pas tout. Enfin, on n'aura jamais leur soleil. Donc Ça, le productible d'une centrale photovoltaïque ne sera jamais le même en France qu'en Allemagne, donc qu'en Espagne. De fait. Mais on voit les corporate PPA être sur des durées quand même beaucoup plus courtes et plus adapté au temps de l'entreprise. Parce que ce que Laurent disait à juste titre, hein, c'est un vrai engagement pour l'off-taker aussi.
Les groupes sont aussi soumis à des normes comptables, des normes de consolidation de dette. Et demain, quand vous engagez à 20 ans à acheter, entre guillemets, quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression consacrée, comptablement, ça peut quand même avoir un poids. Oui. Sur les durées de PPA, il y a aussi un modèle allemand avec des PPA qui peuvent être plus courts d'une dizaine d'années parce que le producteur sait qu'après 10 ans, il peut retourner dans le schéma de rémunération du subside de l'État. Donc ils peuvent faire 10 ans de PPA avec un off-taker industriel et avoir un tarif CRE-like après. D'accord. Et aux États-Unis, il me semble qu'il y a des PPA virtuels différents de la France. Comment ça se passe ? Donc aux États-Unis, le schéma de rémunération des ENR est un peu différent. C'est plutôt l'off-taker qui a le bénéfice. Mais aux États-Unis, tout se passe de façon virtuelle. C'est-à-dire le producteur vend la production sur le marché et il a un CFD. Donc le client lui paye la différence entre son prix de marché et le prix qu'il a vendu en PPA. C'est en fait notre complément de rémunération qui est appliqué au PPA avec les industriels. En fait. Et donc, ça facilite une chose, c'est pour l'off-taker, il n'a pas besoin d'avoir un agrégateur qui intègre la complexité du PPA dans sa consommation. Donc en ça faciliterait les choses. En France, pour l'instant, les clients ne sont pas prêts à acheter ce genre de produit parce que c'est une complexité, ils veulent voir le prix du PPA sur leur facture mensuelle de consommation. Mais ça peut évoluer. On reste quand même sur des PPA physiques et non pas virtuels, c'est ça ? En France, oui. Oui, d'accord. Sylvie, vous êtes d'accord aussi ? Oui, alors on a vu le démarrage des virtuels cette année. Nous, on en a traité 2, France-Allemagne notamment. Voilà, donc ça commence, mais c'est des cas très, très particuliers. C'est vrai que c'est principalement encore du as produce qu'on trouve sur le marché, tout à fait. Et on voit apparaître aussi donc, les PPA multi-acheteurs. Absolument, ça oui, il y en a. Alors évidemment, comme pour l'instant, le fonds de garantie ne permet pas le multi-acheteur. Et puis, ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs industriels, mais qui sont des ETI, des PME, etc. Donc, on voit plusieurs schémas émerger. On voit les schémas régionaux avec des régions qui décident de mettre en place finalement une communauté pour leurs ETI et PME pour permettre du multi-achat et avoir plusieurs acheteurs qui vont conclure avec un producteur pour acheter. Donc ça a déjà démarré dans 2 régions françaises, à ma connaissance. Hein, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, il y en a 2 qui ont démarré et qui devraient être conclus l'un au premier trimestre 24, l'autre en 2024 également. Donc ça, c'est un premier schéma soutenu régionalement. Ensuite, il y a des acteurs qui se sont mis en consortium par des syndicats d'énergie, par des choses comme ça, en décidant d'avoir finalement quelques acheteurs ensemble pour acheter de l'énergie auprès d'un producteur. Voilà, donc ce qu'on n'a pas encore, c'est les plateformes qui existent dans certains pays et qui devraient se développer, c'est-à-dire finalement la plateforme dans laquelle plusieurs producteurs proposent plusieurs projets à plusieurs acheteurs dans un foisonnement global. Et là, ça sera intéressant de voir comment les financiers vont le faire, parce qu'on aura multi-production, multi-achat. Et je pense que ces modèles vont probablement se développer à l'avenir. Donc les plateformes, c'est bien multi-énergie, c'est ça, en production. Alors, et stockage peut-être. Multi-énergie, c'est quand même PV éolien pour l'instant. Voilà. On a aussi fait les premiers BPA cette année, donc dans le biogaz, avec les contrats d'achat, mais c'est le démarrage du biogaz. Et il y a des banquiers qui financent également ces projets-là. Donc ça commence également, comme vous avez des HPA pour l'hydrogène, qui ont commencé déjà un petit peu plus tôt et qui vont probablement se mettre en place. Donc tous ces marchés privés de vente d'énergie se construisent actuellement. Est-ce que, donc je m'adresse au banquier Grégory, est-ce que le fait d'avoir des multiples acheteurs, ça peut rassurer les banquiers? Et comment se montent ces dossiers-là? Est-ce que c'est différent des autres?
Alors oui, évidemment, ça rassure le banquier. On est presque fini. On va enfoncer des portes ouvertes toujours, mais en fait, on fait de la statistique nous aussi. Et plus vous avez d'acheteurs, et plus le risque de défaut significatif se dilue. Donc évidemment que les pipiers multi-acheteurs ont un intérêt en termes de risque futur. Ils ont un autre intérêt. Vous savez, moi, je suis une filiale dans un groupe qui s'appelle Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est une banque de territoire. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais on doit aussi accompagner, et c'est notre mission première, d'accompagner l'ensemme de nos clients, qui sont des PME, qui sont des ETI qui ne sont pas forcément des structures du CAC 40. Et s'engager sur un corporate PPA à 20 ans, sur 20 mégawatts, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Et pourtant, la facture d'électricité qui a pu exploser comme en 2022, c'est nos clients qui sont malheureusement aussi les premiers à la prendre, passez-moi l'expression, mais en pleine tête. Et cette stabilité qu'offre l'énergie renouvelable aujourd'hui, dans cette stabilité dans le temps et dans le prix, eh bien, ces PPA multi-acheteurs, ils vont aussi pouvoir élargir cette capacité de distribution à ce qu'est notre cœur de clientèle. Et pour un groupe comme le nôtre, c'est aussi important. Laurent ? Il y a un de vos concurrents qui avait d'ailleurs fait un PPA multi-acheteur pour une dizaine de clients, justement. Tout à fait, oui. Je ne sais plus qui c'est, mais... Et ANJ, alors, quelles sont les perspectives de marché justement sur les PPA ? Donc, comme j'ai dit avant, on a beaucoup de demandes sur ce genre de produit, donc on a plus de mal à répondre à la demande qu'à trouver des clients actuellement. Donc c'est plutôt une bonne position pour quelqu'un qui vend du PPA actuellement. Après, la question des multi-acheteurs, on ne l'a pas encore trop creusé parce que ça posera toujours des questions. Si on fait du physique, comment est-ce qu'on les livre à chacun des points et comment est-ce qu'on sépare justement cette livraison physique entre les différents acheteurs? Parce que la complexité restera quand même d'intégrer les PPA dans les consommations des off-takers qui s'engagent à prendre le PPA. Et là, on pourrait voir apparaître donc des PPA virtuels pour les multi-acheteurs ou Ça pourrait être une solution. Après, il faut que les clients veuillent le prendre. Après, nous, on sait faire. Il suffit de voir si c'est la demande. Un petit mot de conclusion. À votre avis, à partir de quand, si on peut donner une échéance, les mécanismes de l'État, enfin les PPA vont supplanter les mécanismes de l'État? Plus ou moins. Sylvie. Mais ça dépend aussi de quoi on parle. Dans le PV, dans l'éolien, selon les technologies, parce que le plus avancé en PPA, c'est quand même le PV, mais on en est loin encore. Hein. Je pense qu'il y a les tarifs d'État encore des belles années. On en est loin, c'est combien à peu près 10-15 ans? Mais est-ce que l'État a vraiment envie d'arrêter, d'avoir la même mise sur ce genre de choses? Je ne suis pas sûr en fait. D'accord. En effet, ça va dépendre des projets parce que ça donne quand même un certain contrôle. Même si l'annonce est de dire il faut passer à maturité vers le marché privé, un abandon complet n'est pas évident dans toute technologie et tout type de projet. D'accord. Toujours pareil à peu près, Grégory, en tout cas l'État qui sera présent? Je ne vais pas rajouter grand-chose, mais effectivement, d'autant plus que... Alors, c'est une situation actuelle, mais les aides, à l'heure où on se parle, sont assez faibles. Finalement, on a juste une assurance, en fait. Et c'est une capacité de développement pour les développeurs et donc d'insuffler une filière pour l'État qui, à date, ne coûte quand même pas très cher. Donc oui, je pense qu'il y a encore de belles années devant nous. Et un dernier mot, un conseil technique, assez concret en tout cas, dans la signature d'un PPA, avec l'expérience que vous avez tous les trois, aux personnes qui sont là, et alors soit côté développeur, producteur, soit côté acheteur, mais quelque chose qui vous semble vraiment important dans le montage. Grégory? L'entreprise n'est pas l'État français, et donc non, les conditions de structuration et de prix ne seront pas les mêmes. On a bien compris. Merci. Laurent, peut-être un retour d'expérience?
pour des gens qui veulent acheter des PPA, se faire accompagner sur les premiers par des entreprises de conseil, c'est parfois très utile. Merci. Sylvie? Je ne saurais qu'être d'accord avec Laurent. En tant Et qu'avocate, notamment, je pense qu'il y a une compréhension réciproque. Les producteurs se sont petit à petit acculturés, c'est beaucoup plus long pour les acheteurs. Et autant les producteurs doivent comprendre pourquoi finalement l'acheteur achète, quelle est sa politique RSE, quelle est sa politique d'achat interne, comment il consomme, quels sont ses fournisseurs et comment on se fournit en énergie quand on est un acheteur pour comprendre finalement comment le PPA va s'intégrer dans tout ça. Donc c'est une compréhension complète de ce côté-là. Côté acheteur, nous, quand on se positionne côté acheteur, il faut leur expliquer ce que c'est qu'un financement de projet avant tout. C'est-à-dire en bout de la chaîne, ce qu'ils ne voient pas, l'absent du contrat, ça s'appelle la banque, qui va financer 80-90% et qui aura des exigences sur cette durée. Il faut les expliquer, les faire comprendre et bien travailler ensuite sur les contraintes d'un projet, comment il se développe, quels sont les risques, pour que l'acheteur sache pourquoi finalement dans le contrat, il y a toutes les clauses qu'on va pouvoir mettre. Donc une compréhension réciproque. Et de même sur les engagements, tous nos contrats par exemple sont as produced et on a des discussions très longues avec les clients sur notre engagement de disponibilité et nos garanties de disponibilité. Mais le client doit comprendre qu'on a le même incentive que lui à produire. C'est-à-dire, nous, on n'est payé que quand l'actif produit. Donc on fera tout pour qu'il produise. On comprend bien que c'est gagnant-gagnant. Et puis, comme disait Grégory, avec la décarbonation, de plus en plus d'entreprises, de collectivités veulent y aller. Donc, il y a encore de beaux jours devant le PPA qui va être de plus en plus mature, si j'ai bien compris, par rapport à l'acculturation. Je vais y arriver, pardon. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, normalement, il y a un jeune homme ou une jeune femme qui donne un micro. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux voir s'il y a quelqu'un qui peut passer un micro, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, devant. Ah bon, merci beaucoup, Monsieur Fayonnet. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Moi, j'ai une petite société qui entre dans la catégorie de petits producteurs. Et j'ai un projet qui est complètement autofinancé. Parce que j'ai un petit producteur, je n'entre pas dans la partie de EDF, obligation d'achat. Et donc, j'ai trouvé un acheteur, mais je vous avais un contrat uniquement d'achat pour 3 ans. D'accord? Très court par rapport à... Ouais. Alors, donc, parce que j'ai uniquement 3 ans, est-ce que ça va être impossible pour moi d'emprunter l'argent pour le nouvel projet? Bon, donc c'est une question banquier, là, je crois. Juste peut-être une chose, pour un nouveau projet, pour ce projet-là, refinancer votre projet, c'est ça? Non, ce projet, c'est autofinancé. Donc, oui, donc c'est bon. Pour faire un autre projet. Mais je voulais faire plusieurs projets en supplémentaire. Ah, je voulais acheter le terrain et faire l'installation. Et donc, est-ce que je peux emprunter l'argent en sachant que j'ai qu'un contrat pour 3 ans d'achat? Grégory, peut-être? Mais impossible n'est pas français, mais voilà, aujourd'hui, en France en tout cas, le financement basé pratiquement intégralement sur un risque de marché, c'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué, voire pas pratiqué. Donc ça va être quelque chose qui va rester difficile à financer, sauf à avoir, pourquoi pas, un financé très court et quelque part relayer un peu la dette et donc réemprunter dans 3 ans ou une fois que vous auriez pu contracter un autre corporate PPA, même court terme. Mais aujourd'hui, envisager en France en tout cas un financement, un équivalent de financement à 20 ans couvert avec un corporate PPA de 3 ans, la tâche s'annonce ardue. Pour une fois, le banquier n'a pas été langue de bois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Vous avez parlé des syndicats d'énergie, vous avez parlé des collectivités. On n'a pas parlé d'autoconsommation collective, mais bon, ça rentre complètement dedans. Est-ce que vous pouvez amener un rapide focus sur les PPA dans le cadre des autoconsommations
autoconsommation collective, personne morale organisatrice, et le rôle des centrales d'achat, des syndicats d'énergie et des interfaces avec les collectivités locales. Merci. Oui, alors sur ce plan-là, en effet, les syndicats d'énergie collectivités locales sont intéressés parce qu'elles ont de la demande et elles veulent jouer leur rôle localement pour avoir à la fois des centres de production locales et puis faciliter leurs entreprises parce que beaucoup ont eu tellement de difficultés et se disent plutôt que donner des aides à des entreprises, on va essayer de faciliter au moins sur le plan énergétique. C'est comme ça que c'est né et c'est souvent des régions ont sollicité les syndicats d'énergie pour aider dans la préparation de ces projets. Donc ça se développe. En effet, vous posez un point tout à fait cohérent. Tout à l'heure, j'ai failli le dire quand la question a été posée sur le multi-acheteur. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'ACC sinon un multi-acheteur? Parce que quand vous travaillez dans le projet de contrat d'ACC, en répartissant les règles d'achat et les règles de répartition, finalement, c'est assez proche de la façon dont on achète. Et là, vous avez des règles où finalement chacun achète un certain prorata. Il y a des règles si l'un ne souhaitent plus acheter autant, comment les autres reprennent, etc. Et on retrouve la même chose dans les projets d'ACC qui existent déjà et qui commencent à se financer. Moi, j'en ai pas vu beaucoup encore en financement, mais on a commencé à en faire cette année quelques financements sur des projets déjà un peu plus matures. Mais c'est un peu du multi-acheteur. Donc là, vous avez raison, quand on rédige en tant que financier ces projets, on fait un peu la même chose. Je ne sais pas si vous voulez répondre sur... Voilà. Laurent, vous n'avez pas d'exemple chez Engie, par exemple? Non, on étudie, parce que c'est quand même assez récent, la capacité des entreprises locales, des mairies ou des... Les ETI? Non, des collectivités locales, D'accord. de pouvoir s'engager sur des PPA. C'est quelque chose qu'on regarde depuis un moment, mais il y avait quand même des freins réglementaires assez forts à ce genre de schéma qui commence maintenant à être levé. Et on va effectivement regarder comment on peut justement travailler pour répondre à ce genre de demande. Surtout s'il y a deux régions qui y vont, comme le disait Sylvie tout à l'heure. Et en effet, la loi AER a quand même levé un frein que la plateforme verte avait demandé sur le montage concessif maintenant qui est possible et qui va marcher avec l'autoconsommation. Ça va aider. C'est un des sujets qui pourra aider les collectivités. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Fayonnet. J'ai l'écho, là, c'est désagréable. Le projet qui a été financé avec le fonds de garantie, est-ce que les conditions de financement, DSCR, marge, etc., sont comparables avec un projet financé avec un acheteur qui serait investment grade? C'est une excellente question. Ce n'est pas moi qui ai financé le projet, il a été financé par le groupe BPCE et une caisse d'épargne qui est dans la salle d'ailleurs, peut-être peut-elle répondre, mais je ne saurais vous dire pour le coup. Mais Sylvie, peut-être que tu... Sans discloser, évidemment. Mais je pense plus, la question c'est de savoir, de votre point de vue, est-ce que ça serait le même DSR ou est-ce qu'il y aurait des DSR différents dégradés? Voilà, sur la part garantie par BPI, les DCR seront assez similaires. La part garantie par BPI étant quelque chose... Ok, donc oui, sur les 80%. Ça dépend, on parle de 80% de quoi, et c'est là où la spécificité arrive et la part garantie sollicitée par le développeur et surtout et payée par l'acheteur de manière indirecte. D'accord. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le fonds de garantie que ça va être financé exactement de la même façon et que les fonds propres vont être au même niveau. Donc tout dépend du DSCR, du fonds propre, etc. pour répondre. Mais on pourrait en effet, comme le dit Grégory, être à peu près au même à ISO sur des projets État dans certains cadres. C'est vrai qu'un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la question des projets qui sont des projets de PPA directement vers une contrepartie actuelle, disons investment grade. Là, il y a des changements quand même. Évidemment, il y a tous les changements usuels qui vont être les engagements, le fait que l'agrégateur entre dans le champ du projet, du crédit, le fait qu'on ait également la nouvelle partie qui est l'acheteur qui va être dans les conditions du financement, dans les engagements, dans les RAO, alors les remboursements anticipés obligatoires où on va avoir les clauses
de changement de contrôle, on va avoir toute une série de choses liées à ça, on va avoir l'accord direct. Donc là, il y a des modalités qui changent, mais en fait, nous, on le voit parce qu'on a eu pas mal de projets de sortie d'OA pour aller, des sorties d'appel d'offres pour aller vers des projets de PPA. Et là, il va y avoir le cas de base bancaire qui va être complètement revu. La maturité en général, non, mais il va y avoir des DSCR, des clauses un peu particulières qui vont se mettre en place. Et en fait, les hypothèses vont changer. Donc là, vous allez avoir en effet des changements. Merci pour ces précisions, Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pardon. Il y a Flora qui va vous apporter gentiment le micro. Oui, ma question, c'est à partir de quelle taille de centrale, quel volume d'électricité il y a un intérêt à gérer un montage comme ça? Laurent? Alors, il faut des tailles plutôt déjà significatives. Pour du solaire, on ne va pas commencer en dessous de 20 mégas. Et de toute façon, un off-taker ne va pas faire un contrat, ne va pas passer un an sur un contrat pour un volume qui n'est pas significatif pour sa consommation. Donc, vraiment, le minimum du minimum, c'est une vingtaine de mégas de capacité installée. Merci. Mais ça va changer. Ah. Je pense, parce qu'on a, par exemple, des acteurs se sont mis en place sur la place cette année, un a levé ses fonds, l'autre est en levée de fonds, qui vont être des agrégateurs achetant des petits volumes et qui veulent faire du PPA en achat-revente avec du 5 à 10 mégawatts, qui est le modèle d'affaires, de faire du 5-10 mégawatts pour revendre. Voilà, c'est le démarrage, ça n'est pas mature et je suis d'accord avec la réponse de Laurent, mais c'est des choses qu'on voit également. Merci. Flora, il y a une question là-bas, pardon. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure l'incentive à produire qui serait égal pour le producteur et le consommateur. Comment vous voyez les choses avec la multiplication de la capacité installée, la potentielle apparition de prix négatifs? Comment vous gérez peut-être un écart de volonté, de gestion sur les prix négatifs et la volonté de produire ou non? Normalement, un acteur, quand il prend un PPA en physique, il doit normalement pouvoir prendre toute la consommation, toute la production. Parce que je connais aucun consommateur qui prendra plus, une taille de PPA qui soit équivalente à sa consommation. Donc sur les heures de prix négatifs qui sont en été, normalement, si c'est du physique, on injecte dans son périmètre d'équilibre et l'électricité, il la consommera. Il aura une perte d'opportunité à ne pas profiter de prix bas. Normalement, de toute façon, il est hedgé. Il aurait une perte d'opportunité à ne pas avoir un prix bas s'il était au spot, mais quelque part, normalement, pour lui, ça ne change rien. Parce que dans sa consommation, il peut couvrir tout le volume qui est produit par la centrale, par ses besoins. Donc, normalement, sur du physique, ça devrait passer. Sur du financier, c'est un peu différent et c'est des choses qui sont un peu plus techniques, mais ça peut se gérer autrement. Le financier, c'est bien comme le virtuel? Oui. Merci. Une dernière question? Oui, bonjour. J'ai une question un peu dans le même style. Le producteur et le consommateur ont tous deux intérêt à ce que la centrale fonctionne correctement. Mais dans la négociation, j'aurais aimé savoir comment ce que vous voyez en fait dans les négociations, dans le cas où la question du consommateur, c'est « Ah oui, mais si votre centrale est complètement détruite et que vous remettez 2 ans à la construire, comment on fait? Comment je suis indemnisé? Comment ça se passe ?» Et c'est là que je trouve qu'il y a une difficulté, parce qu'effectivement, on a tout intérêt à pouvoir construire rapidement, mais si pendant 1 an ou 18 mois, on ne peut pas, ou plus ou moins, mais lui fournir l'électricité, c'est un peu compliqué aujourd'hui, je trouve. Alors, dans les PPA, on s'engage toujours à une mise en service, mais on a des événements excusés. Enfin, les délais Enedis sont clairement des événements excusés et qui reportent le début du PPA. Et ça, pour le coup, on l'a expliqué à nos clients et ça, ils le comprennent. Ils ne sont pas indemnisés pour ça. Et donc, ils comprennent les délais Enedis. Pour les autres, on est pénalisé. Et donc, c'est dans la négociation des pénalités que se fait cette discussion en fonction de pénalités de retard. On arrive à expliquer aux clients que, vu les prix actuels du mark-to-market, on ne pourra jamais s'engager sur du mark-to-market. Il faudra surtout, de toute façon, caper pour messieurs les banquiers. Et
mais on arrive à expliquer ça en donnant des engagements en euros par mégawatt par jour de retard, et les clients arrivent à l'entendre et à accepter ce genre de schéma pour le retard. Peut-être pour le retard. Pour compléter sur le sinistre, il faut quand même être très clair avec les acheteurs. Les acheteurs, c'est pas pareil d'aller conclure son contrat de fourniture annuel, etc., avec derrière toujours une certaine protection de l'État des consommateurs, alors surtout les personnes privées, mais pas que, et acheter un PPA vert. Donc on fait quelque chose, on a un bénéfice sur la transition énergétique, on a des garanties d'origine, mais on ne gagne pas sur tous les plans. Si dans votre centrale elle est détruite et que vous n'avez plus de centrale ou que ça met trop de temps pour le reconstruire, pendant ce temps-là, l'acheteur devra retourner sur le marché s'il a besoin de compléter. Et on ne peut pas attendre d'un producteur qui vienne indemniser ce cas-là. Donc, ce qui peut exister, c'est des assurances perte d'exploitation parfois qui peuvent être prises. C'est envisagé. Je ne sais pas si c'est vraiment pris ou pas. Je ne crois pas. Hein. Je pense que majoritairement, ce n'est pas pris. Je sais qu'il y a eu des discussions avec certains acheteurs qui souhaitaient de la perte d'exploitation pour compenser. Mais c'est une perte. Et il faut savoir que la centrale, vous ne pourrez pas avoir le producteur qui va venir vous compenser complètement. Il faudra aller sur le marché acheter de l'énergie ailleurs. Je vous remercie. Juste pour l'assurance d'exploitation, effectivement, elle existe, mais c'est le banquier qui va nous la demander à ce moment-là, l'assurance d'exploitation. À ma connaissance, le banquier ne la demande pas. Hein. La perte d'exploitation n'est pas demandée par le banquier. C'est pour ça, justement. Alors, je vais peut-être Benoît Grégory, mais en tout cas, certains acheteurs disent aux producteurs. Sylvie, je pense que madame parle de l'acheteur, en fait. Parce qu'en fait, c'est une perte pour l'acheteur. Voilà. Mais le banquier, que je représente de financement de projet, on va avoir des pertes d'exploitation potentielles sur la centrale, mais qui sont là pour compenser les pertes de la centrale. Alors que vous évoquez bien la perte potentielle d'exploitation de l'acheteur, qui est une perte d'opportunité d'ailleurs dans ce cadre-là. Là, c'est que certains producteurs, il est demandé à certains producteurs qui prennent une perte d'exploitation spécifique pour les acheteurs. Mais à ma connaissance, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est très peu fait parce que c'est un coût complémentaire de toute façon qu'on répercute sur l'acheteur. Merci pour cette réponse sur les assurances. Allez, peut-être une dernière question vraiment. S'il y a... Oui, là-bas, Flora, merci. Bonjour, j'avais une question sur les temps longs, temps courts. Revenir sur l'Espagne, juste bien comprendre, avoir plus de détails sur pourquoi le temps long en Espagne est moins long qu'en France. C'est le marché en avance, mais il y a d'autres raisons fondamentales ou... Non, alors le temps long et le temps court sont les mêmes. Hein. Simplement, le marché est plus en avance sur les centrales, et ce qu'évoquait Laurent à juste titre. Quand vous avez 2 fois plus de soleil qu'à Lille, forcément, le temps long est moins long. Voilà, donc c'est simplement ce point-là. Et après, comme il y a beaucoup plus le marché est devenu plus liquide, avec plus de... Il faut voir aussi que finalement, un des principaux frein au développement des corporate PPA, quelque part, c'est aussi tout simplement l'existence de contrats réglementés. Hein. Le premier concurrent des corporate PPA, c'est l'obligation d'achat, enfin c'est l'appel d'offres, le complément de rémunération, parce que c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus simple pour le développeur, c'est plus simple pour la banque. Le principal concurrent d'un PPA, c'est pas ça. Le principal concurrent d'un PPA, c'est l'AREN. Parce que quelque part, le complément de rémunération, l'appel d'offres, le DFOA, ça vient pas, ça changera pas la demande. Hein. Ça changera pas la demande, mais en tout cas, ça changera l'offre. Et aujourd'hui, tu évoquais qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, et donc une partie du frein de l'offre est quand même ces contrats à aider. Il y a beaucoup de demandes parce que les prix ont augmenté et l'AREN est passé de 42 à 70. Ça nous aide beaucoup. Hein. Il faut quand même être réaliste. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois parce que les débats ont été riches entre producteurs, avocates et banquiers. Je pense qu'on a eu un beau pêle-mêle sur les PPA. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut les remercier sous vos applaudissements. Très bon salon Energaia. À bientôt.